Avant de parler de Marlène, il faut comprendre Véronique. Véronique grandit dans une maison silencieuse. Son père boit. Sa mère est absente, perdue dans ses propres pensées. Les repas sont froids. L'amour est absent. À l'école, Véronique essaie de briller. Elle travaille dur. Elle lève la main en classe, mais les professeurs ne la remarquent jamais vraiment. Elle est correcte, moyenne, oubliable. Chez elle, les choses sont pires. Son père la critique constamment. Tu es trop lente, tu es trop égoïste. Tu ne seras jamais comme ta cousine Marlène. Et c'est là que tout commence. Marlène est la cousine parfaite. Elle vit quelques rues plus loin. Elle est plus jeune d'1 an, mais déjà plus belle, plus confiante, plus aimée. Les parents de Véronique comparent constamment. Pourquoi tu n'es pas comme Marlène? Regarde comme elle est gracieuse. Regarde comme les gens l'aiment. Ces mots ne sont jamais oubliés. Ils s'enfoncent profondément, chaque jour un peu plus. À 9 ans, Véronique fait connaissance avec Marlène de façon formelle. Elles deviennent amies. C'est naturel, inévitable. Mais pour Véronique, c'est une torture. Elles grandissent ensemble. Elles partagent leurs secrets. Elles se disent tout. Mais Véronique regarde toujours Marlène avec une admiration teintée de haine. Marlène est tout ce que Véronique n'est pas. Sa beauté naturelle, sa confiance sans effort, la façon dont les gens gravitent autour d'elle, comment les garçons la remarquent en premier, comment les professeurs l'écoutent avec attention. Pendant ce temps, Véronique essaie. Elle se maquille, elle change de coiffure, elle achète les mêmes vêtements que Marlène. Rien n'y fait. Elle voit le reflet dans le miroir, une fille ordinaire, invisible, oubliable. Et Marlène sourit toujours sincèrement. Elle n'a pas conscience de sa beauté. Elle ne comprend pas pourquoi Véronique se sent inférieure. « Tu es belle aussi !» dit-elle, avec une gentillesse qui fait encore plus mal. La gentillesse de Marlène est comme du poison versé goutte à goutte. À 15 ans, Véronique connaît la vérité. Elle ne sera jamais Marlène. Elle ne sera jamais aimée comme Marlène. Elle ne sera jamais remarquée comme Marlène. Et cette connaissance la dévore. Secrètement, Véronique commence à haïr son amie. Elle pratique des sourires dans le miroir. Elle apprend à dire « Je suis heureuse pour toi », avec une sincérité parfaite. Elle devient une actrice extraordinaire. Personne ne soupçonne rien. À 17 ans, Marlène rencontre un garçon que Véronique aimait en secret depuis des mois. Il s'appelle Lucas. Il est beau, gentil, attentif. Et il ne regarde que Marlène. Véronique le voit. Elle le sait. Elle rassemble son courage un jour et lui parle. « Salut Lucas, tu veux aller prendre un café avec moi ?» Il sourit, gentiment mais sans intérêt. « C'est gentil, Véronique, mais je viens de commencer à sortir avec Marlène. » Véronique sent son cœur se briser. Non pas parce qu'elle aimait Lucas, bien que ce soit une partie de la vérité, mais parce qu'elle sait, avec certitude absolue, que Marlène gagnera toujours. Marlène ne voulait même pas de Lucas. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle l'a juste eu, parce que c'est Marlène. C'est à cet instant que quelque chose change chez Véronique. Une ligne est franchie. Elle décide que vivre comme elle, c'est mourir lentement. Elle décide qu'elle ne peut pas continuer à exister dans l'ombre de Marlène. Mais elle ne peut pas la tuer. Pas encore. Elle a besoin d'elle. Besoin de rester proche. Besoin d'apprendre ses secrets. Alors elle sourit. Elle dit « Vous êtes parfaits ensemble » et elle serre Marlène dans ses bras. Marlène ne soupçonne rien. Marlène finit ses études. Elle part à la ville. Elle rencontre Samuel. Elle se marie. Véronique la suit, d'abord en visitant souvent, puis en devenant indispensable. L'ami fidèle, l'ami de confiance. Les gens remarquent « C'est gentil que tu sois toujours là pour Marlène ». Et Véronique sourit. « Elle est mon amie. Je ferai n'importe quoi pour elle. » C'est presque vrai. Elle ferait n'importe quoi, incluant la tuer. Pendant ce temps, la vie de Véronique se calcifie. Elle travaille un emploi sans intérêt. Elle vit seule. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'amour. Rien que cette obsession croissante pour la vie de Marlène. Elle étudie Marlène comme une scientifique étudie un sujet. Comment elle parle, comment elle bouge, comment elle rit, comment elle aime ses enfants. Et chaque détail devient une dague. À 32 ans, Véronique se regarde dans le miroir et voit une femme qu'elle ne reconnaît pas. Elle voit la jalousie, elle voit la haine, elle voit un vide qu'aucun amour ne peut remplir, parce qu'elle ne sait pas comment aimer. Elle sait seulement comment désirer, comment envier, comment rêver de posséder la vie de quelqu'un d'autre. Et puis un jour, elle comprend la solution. Il n'est pas question de devenir Marlène. C'est impossible. Marlène a eu une enfance heureuse. Marlène a confiance en elle. Marlène est aimable. La seule solution est de prendre sa place, de l'éliminer, de voler sa vie. Et à ce moment, Véronique sait exactement comment le faire. Elle commence à rechercher, à étudier les poisons, à planifier chaque détail. Elle a des années de pratique pour mentir, pour séduire, pour manipuler. Elle va y arriver. Un soir ordinaire, Marlène rend visite à Véronique. Elle n'a aucune idée que c'est un piège. Elle s'assoit dans le salon. Elle discute de choses ordinaires. Comment vont les enfants? Comment va Samuel? Comment vont les affaires? Marlène rit. Elle est heureuse. Elle n'a aucune idée qu'elle parle à quelqu'un qui veut sa mort. « Tu dois être fatiguée », dit Véronique. « Veux-tu boire quelque chose ?» Marlène accepte, un jus. Véronique disparaît dans la cuisine. Elle a le poison depuis longtemps. Elle l'a étudié. Elle sait comment il agit. Lentement, silencieusement. Pas de couleur, pas de saveur, imitant la fatigue naturelle du corps.
Elle le verse dans le verre avec une main stable. Aucune hésitation. Elle a attendu trop longtemps pour hésiter maintenant. Elle revient et tend le verre à Marlène. Marlène le prend. Elle boit sans se méfier. « Merci », dit-elle. Et c'est tout. Le moment le plus important de deux vies se résume à ce mot simple. Quelques minutes plus tard, Marlène ressent la fatigue. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens tellement fatigué. Véronique joue le rôle parfaitement. Tu dois être stressé. Va te reposer chez toi. Dors dans ton propre lit. Marlène rentre chez elle. Elle s'endort. Et le poison fait son travail. Le lendemain matin, des cris résonnent dans la maison de Samuel. Les enfants trouvent leur mère froide, silencieuse, partie. Les médecins sont confus. Une jeune femme en bonne santé, morte sans raison apparente. Peut-être un problème cardiaque non détecté, disent-ils. La ville pleure. Marlène était aimée. Elle laisse derrière elle un mari détruit et deux enfants orphelines. Et Véronique pleure aussi, mais elle pleure de joie. Elle a gagné. Elle a enfin gagné. Elle fait semblant de pleurer. Elle fait semblant d'être dévastée. Ses larmes sont parfaites. Ses sanglots sont convaincants. Quelques jours après l'enterrement, elle se présente à la porte de Samuel avec des plats cuisinés. Elle porte des vêtements de deuil. Elle a les yeux rouges de larmes. « Samuel », dit-elle doucement, « je veux vous aider. Vous et les enfants. Marlène était mon amie, ma meilleure amie. Je dois faire quelque chose. » Samuel, détruit par la douleur, reconnaît sa générosité. Il l'invite à entrer. C'est le début de la fin. Véronique s'occupe des enfants. Elle cuisine. Elle nettoie. Elle est patiente et dévouée. Elle est indispensable. Les enfants, orphelines de leur mère, se tournent vers elle. Samuel, seul et rongé par le chagrin, commence à dépendre d'elle. Et Véronique marche lentement vers sa destinée. Un soir, 6 mois après la mort de Marlène, Véronique prépare un dîner spécial. Elle met les enfants au lit tôt. Elle allume des bougies. Elle met une robe élégante. Elle a attendu si longtemps pour cet instant. Samuel arrive au salon. Il la voit. Pendant un instant, ses yeux deviennent vides. Elle lui rappelle Marlène, d'une certaine façon. Ou peut-être que le chagrin fait que toute femme ressemble à sa bien-aimée perdue. Mais non, ce n'est pas Marlène, c'est Véronique. Et elle est là. Et elle le regarde avec une intention qui n'a rien à voir avec l'amitié. « Samuel, » dit-elle doucement, « tu dois être si seul, si triste. »« Je le suis, » dit-il. « Tu as besoin de quelqu'un, » dit-elle. « Quelqu'un pour t'aider à supporter cette douleur. » Et elle se rapproche de lui. Samuel sait qu'il ne devrait pas. Son cœur appartient à Marlène. Marlène qui est morte. Marlène qui ne reviendra jamais. Mais la solitude est une prison. Et Véronique est la seule lumière. Alors il cède. Une nuit plus tard, Véronique annonce qu'elle est enceinte. C'est un mensonge complet et délibéré. Mais Samuel est confus, perturbé. Véronique le persuade que c'est vrai. « C'est un signe, Samuel, » dit-elle. « C'est Marlène qui nous guide du ciel. Elle veut que nous soyons heureux. Elle veut que tu aimes encore. » Samuel sait que c'est impossible. Les cœurs ne fonctionnent pas comme ça. Marlène ne peut pas communiquer du ciel. Mais il est faible, et Véronique est convaincante. Alors il consulte sa mère. « J'ai besoin d'un conseil, » dit-il. Sa mère voit Véronique auprès de lui depuis des mois. Elle voit comment elle s'occupe des enfants. Elle voit comment elle soigne Samuel. « L'épouse, » dit-elle simplement. Au moins, les enfants auraient une mère. Samuel cède. 1 mois plus tard, Véronique devient sa femme. Elle a gagné. Quelques jours après le mariage, Véronique révèle à Samuel qu'elle a perdu le bébé. « C'est un deuil, » dit-elle. « Je suis si triste. » Samuel la console. Il ne sait pas que ce bébé n'a jamais existé. Il ne sait pas qu'il a été manipulé. Il ne sait pas qui est vraiment sa femme. Et maintenant, Véronique peut enfin montrer son vrai visage. Elle n'a plus besoin de feindre. Elle a l'anneau. Elle a la maison, elle a le nom. Elle a la vie de Marlène. Les enfants de Marlène deviennent ses cibles. Au début, ce sont des critiques subtiles. Tu fais mal le ménage. Tu es trop lente. Tu es trop gâtée. Puis, se deviennent des tâches. Balayer la cour, nettoyer la maison entière, faire toute la lessive, laver les salles de bain. Elles marchent à pied à l'école, même quand il pleut, même quand il gèle, même sous le soleil brûlant. Pendant ce temps, la voiture reste garée au garage. Samuel est trop occupé pour remarquer. Les enfants mangent les restes, les aliments avariés, les miettes. Pendant ce temps, Véronique dîne avec du vin et des viandes fines. Mais c'est la plus jeune enfant qui souffre le plus. Elle a 6 ans. Elle est sensible. Elle pleure facilement. Elle se souvient de sa mère. Et Véronique la déteste pour cela. « Arrête de pleurer, » dit-elle. « Arrête de te plaindre. Tu n'es qu'une enfant gâtée et égoïste. » Elle prive la fillette de repas. Elle la force à rester dehors dans le froid pendant des heures. Elle la frappe pour la moindre infraction. « Qui a cru que tu pourrais faire quelque chose correctement ?» hurle-t-elle. Lentement, mois après mois, la petite fille dépérit. Elle devient maigre. Elle ne sourit jamais. Ses yeux perdent leur éclat. Elle commence à parler à peine. Véronique la regarde dépérir et sourit. Enfin, quelqu'un souffre comme elle a souffert. Quelqu'un ressent de la douleur. Un jour, la fillette tombe gravement malade. Elle a la fièvre. Elle grelotte. Elle appelle faiblement au secours. Véronique regarde à travers la porte ouverte. Elle voit l'enfant souffrir et elle ferme la porte. Elle refuse d'appeler un médecin.
Elle refuse de chercher de l'aide. Elle regarde l'enfant mourir sans rien faire. Au petit matin, la fillette rend son dernier souffle, seule, souffrant, terrifiée. Et Véronique ressent une satisfaction complète. Elle a tué un enfant innocent, pas avec du poison, avec la cruauté, avec l'indifférence, avec la haine. 2 ans plus tard, Véronique devient enceinte. Pour de vrai cette fois. Elle imagine que cet enfant scellera définitivement sa place, que Samuel ne pourra jamais la quitter, que tout sera finalement stable. Elle rêve d'avoir sa propre famille, d'avoir quelqu'un qui l'aimera sans condition. Mais l'univers a d'autres plans. Pendant l'accouchement, quelque chose tourne terriblement mal. Les douleurs commencent, mais elles ne s'arrêtent pas. Des heures passent, puis des jours. Véronique est en agonie constante. Les médecins sont confus. Les sages-femmes mouronnent des prières. « Je ne comprends pas », dit le médecin. Son corps ne veut pas relâcher l'enfant. C'est comme si elle était retenue. 4 jours de souffrance continue. 4 jours de douleur si intense qu'elle supplie qu'on la tue. Une vieille sage-femme regarde Véronique, souffrant au-delà de toute description, et elle secoue la tête. « Non », dit-elle doucement mais fermement. « Aucun remède ne peut te sauver. Tu ne souffriras pas moins, à moins que tu ne fasses ce que tu as fait. » Les autres infirmières la regardent avec confusion, mais la vieille sage-femme continue. « Tu es une femme qui a commis des crimes terribles. Une femme qui a volé une vie, qui a torturé des enfants, qui a laissé mourir une enfant innocente sans rien faire. » Véronique crie. « Non, non, c'est faux. »« Es-tu sûre ?» demande la sage-femme. Et à ce moment, tout s'effondre. Véronique ne peut plus mentir. Elle ne peut plus fuir. Elle ne peut plus nier. Elle avoue tout. Elle avoue avoir empoisonné Marlène. Elle avoue avoir manipulé Samuel. Elle avoue avoir maltraité les enfants. Elle avoue chaque détail de chaque abus. Elle avoue avoir regardé une petite fille mourir sans rien faire. Elle crie, elle sanglote. Elle supplie qu'on lui pardonne. Les infirmières la regardent avec horreur. Et tandis qu'elle termine sa confession, les douleurs ne diminuent pas. Elles augmentent, jusqu'à ce que Véronique ne puisse plus supporter la douleur, jusqu'à ce qu'elle succombe complètement. Elle meurt sur le lit, sans avoir donné naissance à l'enfant. L'enfant meurt aussi, comme si l'univers lui-même l'avait rejeté. Et voilà comment se termine l'histoire de Véronique. Elle avait volé la vie de Marlène. Elle avait pris le mari. Elle avait pris la maison. Elle avait pris les enfants. Mais elle ne pouvait pas voler ce qui rendait la vie de Marlène précieuse. La paix, le bonheur, l'innocence. La jalousie, vous voyez, c'est un poison plus lent et plus douloureux que celui qu'elle avait versé dans le verre de Marlène. Samuel se retrouve seul avec sa fille survivante, rongé par la culpabilité de n'avoir pas vu la vérité. Il se demande comment il aurait pu ne pas remarquer, comment il aurait pu être si aveugle. Et la petite fille, elle grandit silencieuse et méfiante. Elle ne parle presque jamais, elle ne sourit presque jamais. Elle porte les cicatrices visibles et invisibles des abus qu'elle a subis. Elle se demande chaque jour pourquoi elle a survécu quand sa sœur n'a pas survécu. Et la jeune fille, l'aînée, elle découvre la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Elle apprend ce que Véronique a fait à sa mère. Elle apprend les abus. Elle apprend la mort de sa sœur. Et elle porte ce fardeau pour le reste de sa vie. La morale de cette histoire, la jalousie ne crée pas. Elle détruit. Elle corrompt. Elle transforme une personne en monstre. Et peu importe combien bien tu caches tes crimes, peu importe combien bien tu joues le rôle, la vérité finit toujours par émerger. Parfois, c'est la confession. Parfois, c'est le châtiment. Parfois, c'est simplement la connaissance de ce que tu as fait. Mais elle émerge toujours. Et quand elle le fait, la douleur que tu as infligée te revient, multipliée par 100. Voilà la vraie leçon.